L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Bienvenue à cette nouvelle saison du Vestiaire avec nouveau décor et une nouvelle co-animatrice. Bonjour Valérie. Salut Mathieu. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Puis on commence en force, on parle de hockey mineur avec Éric Lavoie de Hockey Charlevoix. À la chronique Chasse et pêche, on reçoit Lynn Bélanger qui nous parle de chasseurs généreux. Sport majeur des séries du baseball avec Pascal Harvey. Puis pas de hockey pour cette semaine. Non, on prend une pause. On prend une pause, on a le temps d'en parler en masse. Bon vestiaire à tout le monde. Bon vestiaire. Au sport local, on va parler de hockey, de la saison du début de hockey dans Charlevoix. Puis pour ça, on a invité le coprésident de Hockey Charlevoix, Éric Lavoie. Salut Bonjour. Éric. Bonjour Éric. Toi aussi, t'es en forme? Oui. Écoute, on veut t'entendre sur le début de la saison dans Charlevoix. Là. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va très bien. Dans le fond, la saison a officiellement été lancée au début septembre avec les camps d'évaluation. Donc, quand on parle de camps d'évaluation, ça permet de former les équipes selon les différentes catégories. Donc, ce processus-là a eu lieu dans les dernières semaines et est en train de se compléter là, pour finalement former nos équipes là, qui représenteront les Rorcals de Charlevoix là, pour l'année 25-26. Deux questions en une, si tu permets. Le bassin des Rorcals, est-ce que c'est juste, mettons, la MRC de Charlevoix ou ça va plus grand? C'est vraiment Charlevoix. Donc, le Grand Charlevoix. Exactement. Donc, Hockey Charlevoix, c'est l'association là, qui représente l'ensemble des joueurs sur le territoire de Charlevoix. Donc, on a des joueurs là, de Lamalbaie, Clermont, de toutes les municipalités là, de Charlevoix. Puis combien? Combien de joueurs en tout? Combien d'inscriptions qu'il y a eu cette année? Cette année, on est à 317 inscriptions. Il y a encore de la place dans les catégories M7 et M9. Les tout-petits, dans le fond, étant donné que la saison est un petit peu plus tard, ils sont commencés, mais la formation des équipes, ça fait un petit peu plus tard parce qu'il y a un programme d'enseignement là, au début, donc on peut se permettre de prendre quelques inscriptions encore. Mais cette année, on est à 317 joueurs. Puis est-ce que c'est comme une année un peu comme record pour la quantité de jeunes hockeyeurs qu'on a dans la région? C'est une bonne année. Si on compare à l'année dernière, on avait 271 joueurs. Ah, wow. Donc, on est environ à peu près 17 majeur. d'augmentation. C'est vraiment au niveau des catégories M15, M18 où on a un écart important par rapport à l'année passée. Donc, on a été capable d'assurer la rétention là, de probablement des jeunes de 13-15 ans qui montent de catégorie d'année en année. Normalement, relâcher le hockey cette année passée, cette année, on continue. Bien, tu sais, ça fluctue d'une année à l'autre, là, mais cette année, on a vraiment une bonne année. Puis on a perdu moins de joueurs là, que peut-être que les autres années. Est-ce que c'est l'effet Demidov ou c'est l'effet Lynn Hudson? Écoute, probablement les deux. Hein? Probablement les deux. Probablement l'effet aussi que les Canadiens ont des bonnes années. Puis ça veut pas, bien, ça vient chercher peut-être les jeunes. Ça permet aux jeunes de s'accrocher. Fait que peut-être un peu les deux. Puis on parle de ces beaux chiffres-là, le nombre d'inscriptions qui est important, mais là, on va parler de la relève des jeunes. Je présume que là aussi, il doit y avoir une belle quantité d'inscriptions. Puis je te passe la balle aussi, la POC, je devrais dire, pour que tu nous parles du bel événement qui a eu lieu là, avec les tout-petits dans les derniers jours. Oui, tout à fait. Bien, au niveau des jeunes, les catégories M7, M9, on a aussi une progression de quelques inscriptions là, par rapport à l'an dernier. Donc, on a à peu près une dizaine d'inscriptions de plus. C'est déjà bon. Comme je vous dis, ça peut augmenter. On mise beaucoup là-dessus. Hein? C'est notre relève. On veut aller chercher les jeunes d'âge M7, d'âge M9. D'ailleurs, on avait été approché par Tim Hortons, la bannière Tim Hortons, qui a choisi la région de Charlevoix
la ville de Baie-Saint-Paul, mais nous, on a invité l'ensemble des joueurs de Charlevoix à venir faire un événement qui s'appelle la remise de mon premier chandail à des jeunes de 4-5 ans là, qui vont commencer. C'était super. On a eu un bel événement dans la cour du Tim Hortons avec un jeu gonflable, du café, des Timbits, où on a pu remettre là, les chandails à chacun des jeunes, des chandails qui avaient été fournis par Tim Hortons. Ces jeunes-là n'ont pas des chandails des Rorcal, ils ont vraiment des chandails avec le programme là, Tim Hortons. Et tout ça se concluait là, à la suite de la remise de mon premier chandail par un événement à l'Arena où les jeunes étaient divisés puis pouvaient avoir du plaisir là, sur la glace. Moi, j'ai parlé à des petits cocos qui ont eu leur chandail, là, puis les étoiles dans les yeux là, de cet événement-là, je pense que ça fait un beau wow. Puis c'est une belle façon de continuer à promouvoir tout ça puis espérer que les jeunes continuent. Mais comme tu dis, s'il y a des gens à la maison qui entendent ça, des gens qui voudraient commencer d'âge justement M7, M9, c'est encore possible là, de communiquer avec vous pour s'inscrire? Tout à fait. C'est possible de communiquer avec nous. Vous pouvez aller sur le site Internet d'Hockey Charlevoix. Les coordonnées là, de l'équipe sont là. Il va y avoir aussi une journée porte ouverte qui va être annoncée prochainement. Donc, ça permet justement là, de peut-être faire essayer une fois une pratique. Ça ressemble à quoi? On a un petit peu d'équipement là, cette journée-là. Okay. On demande, tu sais, c'est pas obligé d'avoir tout l'équipement là. Donc, casque, gants, protège-cous avec les patins. La base, ça permet, c'est ça, ça permet aux jeunes de venir voir, de venir essayer. Des fois, ça peut être impressionnant aussi. Ouais. Quand même, plusieurs jeunes sur la glace permet de voir est-ce que le jeune aime ça. Puis c'est vraiment, tu sais, à ces âges-là, c'est une catégorie d'initiation, là. Fait que c'est sûr que, tu sais, quand les jeunes savent un petit peu se tenir sur leurs patins, ça va toujours mieux, mais tu sais, je veux dire, c'est vraiment une catégorie pour ça, d'initiation. Et ils sont divisés par groupe avec des ateliers là, pour les faire progresser. Mais essentiellement avoir plus de joueurs, ça implique, j'imagine, d'avoir plus d'équipes par niveau, par catégorie. Est-ce que vous avez besoin de plus de coachs? Avez-vous une pénurie de coachs ou d'entraîneurs, je veux dire, ou une pénurie de même des arbitres? Avoir plus de matchs, j'imagine. Est-ce que vous avez de la misère à recruter des entraîneurs, arbitres? Au niveau des entraîneurs, bien, c'est sûr que plus de joueurs, bien, ça amène plus d'équipes un petit peu. Ça dépend toujours aussi. Là. Tu sais, l'année passée, on a fait 3 équipes dans le M15, mais c'était 3 plus petites équipes. Cette année, on a fait 3 équipes, mais là, on a plus de joueurs, fait que ça fait 3 équipes, tu sais, plus complètes. C'est sûr que c'est plus facilitant aussi tu sais, il peut arriver des blessés, il peut arriver, l'hiver, il y a des gens qui vont en voyage, fait que des fois, quand on a des équipes à 10-11, tu sais, des fois, il y a des petites difficultés là, à certaines périodes de l'année. Donc, on compose avec ça. Maintenant, les entraîneurs, bien, souvent, ça va être des parents, des joueurs qui vont se proposer comme entraîneurs. Dans les catégories un petit peu plus élevées, bien là, on a peut-être moins de parents des fois là, qui se proposent. Fait que nous, on n'est pas fermés à aller voir pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes là, qui désireraient entraîner. Présentement, on réussit à combler, là, les équipes réussissent à combler leur poste d'entraîneur, de gérant, tout ce que ça prend. Au niveau des officiels, c'est pas nous, Hockey Charlevoix, là, qui gérons les officiels, mais c'est sûr que on veut quand même s'assurer qu'il y a assez d'officiels. Donc, de ce côté-là, ça va quand même bien. On a des jeunes recrues aussi là, qui commencent. Il faut qu'ils commencent aussi. Hockey Québec mise beaucoup sur la relève au niveau des officiels. Donc, ils les font commencer là, dans les catégories plus jeunes. Puis depuis l'année dernière, on est capable d'identifier les jeunes officiels avec un bandeau jaune sur leur bras. Donc, ça permet aussi aux entraîneurs de savoir, OK, ça, c'est un jeune officiel, tu sais. Moi, je trouve que c'est une belle mesure qui a été intégrée là, pour justement respecter les officiels. Hein. Pas d'arbitre, pas de match. Ben non, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Écoute, je prends la balle au bon, on parle d'officiel. Les parents, vous êtes 2 parents de joueurs de hockey. Y a-t-il de la sensibilisation qui est faite auprès des parents pour pas avoir d'histoire d'horreur dans les estrades? Parce qu'on en entend parler, évidemment. C'est arrivé au baseball cet été. Est-ce que vous faites, y a-t-il une sensibilisation? Comment vous prévoyez ou gérez les situations
conflictuel entre parents. Bien, par arbitre, c'est par sûr, exemple, tu sais. on ne peut pas empêcher ça. Hein. Je pense qu'à un moment donné, il y a toujours... Les imbéciles, il y en a partout. Il y a là. toujours... La bêtise humaine, c'est ce qui sera pas dit tout le il y temps. aura toujours, je veux dire, avec le nombre de joueurs qu'on a, le nombre d'équipes, à un moment donné, il y aura toujours des petits événements, mais ça reste isolé. Il faut savoir que chaque joueur, chaque parent, chaque entraîneur signe un code d'éthique en partant. Un code d'éthique là, qui est basé sur les valeurs d'Hockey Québec, le respect, entre autres. Donc, chaque personne qui déroge à ce code d'éthique-là, peut savoir imposer des sanctions en lien avec ça. Que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur ou un parent. Donc, tu sais, il y a ça qui est fait. Il y a de mémoire des formations aussi sur le respect du sport qui sont disponibles là, du côté de Hockey Québec. C'est sûr que Hockey Charlevoix, on ne valide pas si chaque parent a suivi la formation, mais c'est des choses qui se font. Hockey Québec fait beaucoup de sensibilisation pour justement enlever un peu cette image-là négative du hockey. Ça reste des événements isolés. C'est sûr qu'on n'en veut pas, mais en même temps, ça reste des événements isolés. Le hockey, c'est un sport rapide, c'est un sport d'émotion, c'est un sport intense. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des gens qui sont plus portés à réagir dans ce genre de situation-là. Mais c'est sûr que nous, Hockey Charlevoix, on cautionne pas ça. Puis s'il y a des événements qui arrivent au cours de la saison, on va prendre les mesures nécessaires là, pour rétablir la situation, c'est certain. Éric Lavoie, merci beaucoup. On va vous suivre cette saison avec le Rorcal, avec plaisir. Bien, merci. Puis on invite les gens à aller voir les matchs des jeunes, d'aller encourager des jeunes dans l'aréna de Clermont, l'aréna de Baie-Saint-Paul et dans le respect. Bien, d'ailleurs, juste peut-être dire que pour nos équipes double lettre, la saison commence officiellement en fin de semaine avec les matchs préparatoires. Donc, on a le M15-2A qui va être dans la région dimanche après-midi à 14h. Les autres équipes sont du côté de l'extérieur et la saison officielle va commencer la fin de semaine du 11-12 octobre. Et pour les équipes simple lettre, les parties vont commencer la fin de semaine du 25-26 octobre. Donc, on va passer là, sur notre page Facebook l'ensemble des équipes là, qui jouent dans Charlevoix, comme on l'a fait là, l'an dernier. Puis plein de belles fins de semaine de tournois aussi, je pense. Puis que des ça, fins de c'est semaine de tournois, on pourra peut-être Tu vas revenir regarder. au Ouais, courant c'est du sûr. mois de Ouais. décembre là, pour Sans annoncer jaser. les tournois qui arrivent cet hiver. Merci, Éric. Merci. Merci. Chronique chasse et pêche un peu différente pour cette semaine, alors qu'on reçoit Lynn Bélanger, qui est la porte-parole de l'initiative Chasseurs généreux. Bonjour, Lynn. Allô, ça va bien? Allô, Lynn? Ben oui, merci. Pour nous, premièrement, c'est quoi cette initiative-là? Bien, regarde, c'est vraiment un beau programme qui a été lancé en 2013 par 3 chasseurs du Bas-Saint-Laurent, des dénommés Lemay, avec Mario Ross. C'était des propriétaires d'une pourvoirie, les frères Lemay, puis aussi Mario Ross, qui était propriétaire d'un magasin chasse et pêche, ont décidé justement de se jumeler pour faire des dons de viande pour des banques alimentaires, pour les gens dans le besoin. Puis cette année-là, bien, déjà, on a eu 3500 livres de dons qui s'est produit. Donc là, on a dit, ça vaut vraiment la peine de faire quelque chose. Ça, c'était dans leur région à eux, là. C'était pas encore à l'échelle provinciale. Cette Non. quantité de viande-là était vraiment dans leur région. Wow, impressionnant. Vraiment impressionnant. Puis là, en 2016, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, parce que programme généreux appartient, c'est avec la Fédération québécoise chasseurs et pêcheurs. Fait que là, en 2016, ils ont décidé d'aller au niveau provincial, lancer le mouvement avec une école d'entrepreneurship de la Beauce, là. Puis, depuis ce temps, on est rendu une cinquantaine de bouchers au niveau provincial qui se sont affiliés au programme Chasseurs généreux. Wow. Puis on parle de combien de livres depuis 10 ans? Ça fait quand même beaucoup. J'imagine ça fait beaucoup de viande qui a été donnée, distribuée? Bien, ça a toujours monté. Puis là, en 2018, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé de fonder une mise de fonds pour venir en aide, justement, il y a des gens qui offraient des parties importantes. Fait que là, ils ont fait un fonds pour venir aider, là, pour le débutage, tout ça, pour venir en aide à ceux qui... Parce que des fois, les gens, là, ils consomment pas toujours leur viande. Il y a des gens qui vont chasser,
mais qui ne consomment pas la viande de gibier. Juste pour le plaisir. Juste pour de chasser. de faire... parce que le chasseur, il y a un rôle d'équilibre dans les forêts, mais souvent, tu peux donner juste une livre, mais tu peux aller jusqu'à des quartiers aussi, mais il y a un fonds qui vont venir en aide, justement, là, pour venir en aide à ça. Là. Justement, comment ça fonctionne? C'est les chasseurs eux-mêmes qui prennent l'initiative de contacter la Fédération en disant « Moi, je vais donner 100 livres d'une l'orignal que je viens de chasser » ou... C'est quoi le fonctionnement, en fait? Le fonctionnement, c'est qu'on a des boucheries dans Charlevoix, mais pas juste Charlevoix, à niveau de la province, qui vont être certifiées pour ces dons-là. Fait que il faut vraiment s'inscrire. Quand vous allez faites appel, puis ça, je vais nommer les boucheries avec qui on est en collaboration, puis on invite d'autres boucheries aussi à rentrer dans le projet, à participer à l'événement. Mais c'est vraiment à y aller avec des boucheries qui sont déjà certifiées ou qui vont prendre vos noms, puis ils vont prendre vos dons, puis il faut les faire avant le mois de février, puis ça va être distribué là pour... c'est comme dire dans le Capitale nationale, mais ça va être distribué dans le Capitale nationale. Mais ça va être comme ça pour toutes les provinces. Okay. Donc, ça veut dire que c'est pas nécessairement dès que la chasse est faite. Ça peut être à aller jusqu'en février où ce que là, on se rend compte qu'on a peut-être plus de viande qu'on a de besoin. Puis là, on pourrait aller les porter chez ces bouchers-là. Puis après ça, eux vont s'occuper de faire le lien avec l'organisme. C'est ça? C'est en plein ça. Même si c'est juste une livre de viande, ça peut faire vraiment toute la différence chez des gens dans le besoin. Puis juste pour vous dire, OK, depuis 2016, 64 128 livres de viande ont été remis aux banques alimentaires. Wow. 365 000 portions familles qui sont dans le besoin. Puis on sait que c'est de la viande biologique, des nutriments, il n'y a pas mieux que ça. Là, puis ça fait toute la différence. Puis les dons, mais ça peut être l'orignal, ça peut être le chevreuil, puis on l'accepte aussi pour l'ours. Puis ici, dans Charlevoix, si, exemple, les chasseurs ils veulent en profiter, ils veulent le donner. Donc, ils passent par les boucheries. Quelle boucherie va offrir ce service-là? Ah, bien justement, je vais vous donner la liste des boucheries. Puis j'aimerais ça aussi profiter de l'occasion pour les remercier. Je vais y aller assez rapidement. Oui. Alors, nous avons le dépeçage du Nord incorporé de Stoneham, parce que ça fait quand même partie de la capitale nationale. Nous avons dépeçage à Allen's Mill, à Saint-Léonard de Portneuf. Nous avons boucherie l'Entrecôte des Monts à Notre-Dame-des-Monts. Nous avons Philippe Dufour et fils de la Malbaie. Nous avons la boucherie de Charlevoix, Chemin-Mailloux, la Malbaie. Et nous avons aussi la boucherie Joe Cowboy de la Malbaie. Fait que c'est super intéressant. On voit que Charlevoix, quand même, on est assez impliqués, puis c'est vraiment intéressant. Puis je tiens vraiment à les remercier. Les gens, allez, puis on veut faire encore, on veut en chercher d'autres aussi, des boucheries, parce qu'à un moment donné, il y avait beaucoup d'animaux, puis les gens manquaient on espère qu'il y ait de nouveaux bouchers là, qui suivent des formations pour venir en aide, justement, dans le surplus que ça apporte. Hein. Puis souvent, c'est la viande de bois, mais il y a les viandes de la ferme aussi. Et puis des fois, les bouchers, ils devenaient surchargés. C'est que j'encourage des gens à suivre le cours. C'est sûr qu'on a un gros problème dans Charlevoix pour la récolte d'orignaux dans la zone 27, qui est une zone critique. C'est beaucoup plus dur de récolter, mais quand même, ça fait toute la différence. Ça ne va pas à la quantité, mais on demande un petit peu de générosité, puis ça vient vraiment en aide à beaucoup de familles. Puis dans le fond, pour les chasseurs, votre façon, parce que, tu sais, moi, j'ai quelques chasseurs dans mon entourage, puis là, c'est des super de belles initiatives. Votre promotion que vous faites pour le programme, comment ça fonctionne? Est-ce que vous allez sur des pourvoiries un peu plus, distribuer pour passer le mot? Comment vous êtes capable d'aller chercher, justement, l'information pour que les chasseurs soient au courant du projet? Oui, justement, on essaie de faire de la promotion au niveau des pourvoiries, au niveau des ZEC. Comme moi, là, je vais aller avec la documentation, je vais aller des magasins chasse à pêche. Je vais rencontrer les bouchers aussi de Charlevoix comme porte-parole. On relève les données. C'est pour ça qu'après ça, on récolte ce qu'ils ont eu en don de viande. Puis on fait des statistiques avec ça, puis c'est toujours le fun. Ben oui. Puis là, cette année, ce qui est le fun, c'est que ça fait 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que ça existe. Puis là, il y a un gros tirage. Fait que là, je vais vous expliquer. Pour inciter les chasseurs à donner, j'imagine. Bien, c'est en plein ça. Oui. Fait que c'est super intéressant. Fait que là, mettons, vous êtes le chasseur, il s'agit de vous rendre chez le boucher, qui sont certifiés, comme je viens de vous le nommer. Ils vont vous faire un code de participation. OK? Puis il faut s'inscrire au niveau FEDEC, en tout cas, en allant directement chez le boucher, ils vont vous donner l'information. Puis il y a plusieurs prix, dont un chèque cadeau d'une valeur de 2 000 applicable sur les séjours ou produits de la CEPAC. Fait que les gens ont jusqu'au 19 janvier 2026, à minuit, participent au concours. Puis ça va tirer au hasard, là, ça va voler au siège social de la Fédération sur rue Brome, Saint-Augustin-des-Morts. Puis, juste pour vous nommer, est-ce que j'ai encore le temps de pouvoir décrire? Le tirage, pour participer, justement, vous allez là-bas, puis vous
courez la chance d'avoir 2 chèques cadeaux de 1 000 valeur de 2 000 applicables sur les séjours ou produits de la Société des établissements de plein air au Québec, CEPAC. Certificat cadeau de 1 200 offert en collaboration avec 100 chasse à pêche valide pour n'importe quel forfait à la pourvoirie de la réserve Bois-Menu des Laurentides, valide du 25 juin au 13 octobre 2026. Masque vert par Roosevelt, valeur de 599 une innovation québécoise haut de gamme conçue pour les chasseurs et les observateurs de la faune qui souhaitent éliminer la plus importante source d'odeur corporelle détectée par le gibier et la respiration. On a un séjour aussi de chasse au cerf de Virginie pour 2 personnes, incluant 4 nuits d'hébergement et droit de circulation à la ZEC Bas-Saint-Laurent d'une valeur de 1 400 valide pour la saison de chasse 2026. Fait que vous voyez vraiment, cette année, pour le 10e anniversaire, on a voulu récompenser les chasseurs. La viande qui est donnée, est-ce qu'elle doit être débitée chez le boucher ou le boucher peut recevoir un paquet de viande hachée qui a été fait ailleurs ou c'est vraiment, moi, je suis un chasseur, j'ai une orignal, j'amène ma viande, il faut que je la fasse débiter par le boucher si je veux la donner, ou ça peut venir d'une autre boucherie puis je l'amène ou je peux la débiter moi-même. C'est vraiment une bonne question. C'est sûr que la viande débitée sur place, c'est vraiment ça. Sinon, moi, je ne verrais pas. Il faudrait s'informer. Je pourrais vous revenir avec la réponse, mais justement, il y aurait peut-être des possibilités. Parce que ça me surprendrait que ça soit refusé. Si c'est refusé, c'est parce qu'il y a des raisons spécifiques. Là. Mais c'est une bonne question que je vais aller chercher la réponse. C'est intéressant. Puis pour le concours, donc je présume c'est chaque chasseur qui va donner de la viande a automatiquement une participation, il s'inscrit, puis c'est pas à la quantité de viande qui est donnée, ce que je comprends là. Pas du tout. Ça va vraiment, comme on dit, des milliers de repas partagés, un boucher engagé, ça va de soi, puis on voit qu'il y a beaucoup de succès. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il a sorti vraiment, on a une bonne nouvelle. Les banques ont s'affilié, la Fédération s'est affiliée avec les banques alimentaires pour maintenant, en collaboration avec les agents de la faune et le ministère, de récolter les bêtes qui sont saisies, comme pour le braconnage. Fait qu'au niveau pour l'orignal, que ce soit pour le chevreuil ou l'ours, on va être capable de récolter la viande et on va les embarquer aussi dans les banques alimentaires pour éviter le gaspillage. Ça rentre dans le 4e... Il appelle ça le 4e plan là, de la lutte de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Fait que c'est vraiment, encore là, intéressant, puis une super bonne nouvelle qui s'est passée en 2023-2024, 24-25. On veut poursuivre. C'est vraiment important là, pour... c'est ça. C'est de la viande qui ne doit pas être perdue. Là, au contraire, il faut que ce soit redistribué à ceux qui en ont besoin. Là. Fait que là, il y a vraiment une entente. C'était intéressant. S'il y a des familles qui ont besoin de la viande, ils s'adressent où pour recevoir un don de chasseurs généreux? Bien, c'est Moisson. C'est Moisson qui va faire la distribution, l'industrie Moisson qui va faire la distribution de la venaison. Là, dans les banques alimentaires. Oui, donc, il s'agit de c'est sûr s'informer. Il va en avoir aussi qui vont passer sûrement par la région aussi de Charlevoix, là, qui va être distribué. Fait que je pense que ça va être le temps aux gens d'aller vérifier justement qu'est-ce qu'il va y avoir de disponible parce qu'on sait que c'est un produit exceptionnel qui va pouvoir être disponible pour ces familles-là. Bien, ça fait toute la différence pour venir en aide aux familles dans le besoin. Fait que c'est pour ça qu'on voulait... dire haut et large, aller sur les réseaux sociaux davantage pour pouvoir faire la promotion. Là. Puis j'invite les gens à m'écrire, il n'y a pas de problème. Ils peuvent m'écrire soit via Facebook ou directement à la Fédération. Vous pouvez directement communiquer là, aussi avec la Fédération pour vous faire expliquer qu'est-ce qu'il y en a davantage sur chasseurs généreux. Mais je suis vraiment contente, puis je remercie vraiment les chasseurs de leurs dons généreux. Fait que les chasseurs, ils ont des bons rôles. Il y a des bons rôles. Autant faire d'équilibre dans la forêt, mais aussi également aider les gens dans le besoin. Redonner les gens dans le besoin. Bien, merci vraiment beaucoup, Lynn. C'est un super de beaux projets, puis on espère vraiment que les gens vont participer. Donc, chasseurs de la région, c'est le temps de faire une différence pour les gens dans le besoin. Donc, n'hésitez pas à rentrer en communication avec Lynn, d'aller chercher les informations pour participer à ce beau projet. Bien, j'en profite justement pour souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs, les amateurs, pas juste dans Charlevoix, dans l'échelle provinciale également. Bonne saison de la chasse. Merci. C'est l'automne et est venu le temps des séries des Ligues majeures de baseball. Et pour en parler, qui d'autre de mieux placé que notre chroniqueur maison, notre expert maison, Pascal Harvey du passionmlb.com. Bonjour Pascal. Salut Pascal. Bonjour à vous deux. Bonjour Valérie. Bonjour Mathieu. Vous allez bien? Ben oui, merci d'être là. Ça fait plaisir. C'est le plus beau moment de l'année en passant. Là. On a eu une belle fin de saison, puis là, c'est des séries excitantes qui s'annoncent avec les Blue Jays en série. Donc, les partisans de baseball au Québec sont comblés. Puis avant de parler justement des Blue Jays, on va décortiquer un petit peu chacune des séries. On aimerait t'entendre sur une série qui est presque digne d'un film, là. Les Red Sox de Boston contre les Yankees de New York. Qu'est-ce que tu nous prédis là-dedans?
On pourrait l'appeler la série Babe Ruth parce que vous savez que Babe Ruth, avant d'évoluer avec les Yankees, a commencé sa carrière avec les Red Sox. Ça avait été un vol, en fait, que les Yankees viennent le chercher à Boston. Ça va être une série intéressante, évidemment. Ça va toutes être des séries intéressantes, mais celle-ci, elle est historique. On sait pourquoi, là, c'est deux équipes emblématiques. Les Yankees ont terminé nez à nez avec les Blue Jays au classement de la division Est dans la Ligue américaine. C'est les Blue Jays qui avaient le bris d'égalité pour avoir une meilleure fiche contre leurs rivaux new-yorkais en cours de saison. Les Red Sox ont connu une saison un peu en dents de scie. On réussi à se classer tout de même pour les séries éliminatoires. Pourrait causer quand même une grosse surprise en première ronde. Moi, je ne prédirais pas cette surprise-là. Par contre, il y a plein d'experts qui l'ont prédit que les Red Sox allaient peut-être sortir les Yankees en première ronde. Le seul avantage que moi, je donne aux Red Sox actuellement, comme c'est une courte série, parce que les séries de première ronde, c'est des séries de 2-3, donc clignez pas trop des yeux parce que vous allez perdre beaucoup d'actions. C'est Garrett Crochet, le lanceur gaucher des Red Sox, qui est un lanceur dominant. C'est lui qui a mené le baseball majeur pour les retraits au bâton cette saison. Il va être assurément le lanceur partant des Red Sox là, pour le premier match. Ça donnerait l'avantage aux Red Sox de remporter ce premier match-là, qui va avoir lieu à New York. Par contre, moi, je pense que Aaron Judge, qui est un joueur d'exception, qui a encore connu une très bonne saison malgré les blessures, va être une différence. Puis les mauvaises langues disent qu'Aaron Judge a toujours des bonnes saisons régulières, mais que quand il arrive en série, ce n'est plus le même joueur. Pour moi, il va le faire la différence. Il va faire la différence. Les Yankees devraient remporter cette série-là. Je donne un match quand même aux Red Sox, mais les Yankees devraient l'emporter là, en deux parties à une. En série, souvent, l'entraîneur va faire une grosse différence. Selon toi, qui est le mieux entraînant entre les deux équipes? Bien, c'est embêtant hein, parce que Aaron Boone chez les Yankees, c'est le mal-aimé. Par contre, Aaron Boone a très bien géré des situations difficiles chez les Yankees cette année. On se souvient qu'il y a des joueurs qui ont été hyper controversés pour avoir été au cœur de mauvaises séquences chez l'équipe, mais Boone a mis les réflecteurs sur lui, donc il a bien joué son rôle. Alex Cora, je dirais plus que c'est un entraîneur de saison régulière. Fait que moi, selon moi, l'expérience de Boone en séries éliminatoires va faire la différence. Mais pour répondre à ta question, Mathieu, Cora est un excellent entraîneur, mais Cora va être plus diriger ses joueurs d'une façon un peu plus géniale en saison régulière. Il a moins d'expérience un peu en série que son vis-à-vis Aaron Boone. Donc, je donne l'avantage aux Yankees par rapport à ça. Moins d'instinct un petit peu? Moins d'instinct, moins de prise de décision rapide parce qu'en série, tout va rapidement. Il s'agit juste que tu prennes la mauvaise décision quand vient le temps d'insérer un lanceur de relève. Ça, je pense que avantage Boone parce qu'il a été plus souvent en série que Cora. Deuxième série, on parle des Mariners, des Tigers de Détroit contre les Guardians de Cleveland. Vite comme ça, c'est pas la plus sexy, on va dire, des séries. C'est pas la plus sexy. C'est deux équipes qui ont bataillé au coude à coude pour l'obtention de la première position dans la section centrale de l'américaine. Donc, même chose du côté de Boston et Yankees. C'est deux équipes de la même division. Les Tigers et les Guardians, c'est deux équipes de la même division. Ce qui s'est passé dans cette division-là, les Tigers qui avaient fait les séries l'année dernière ont eu un début de saison extraordinaire. Tout le monde performait. Leurs lanceurs n'ont pas connu nécessairement de passage à vide. Ils ont un des meilleurs lanceurs du baseball majeur en Tarik Skubal. Mais à la toute fin, le château de cartes s'est écroulé. Ils avaient une avance d'environ une douzaine de matchs sur les Guardians à un certain moment donné. Et tout à coup, tout s'est mis à mal aller à Détroit. Tout s'est mis à bien aller à Cleveland. Donc, Cleveland, à la dernière minute, ont devancé les Tigers au classement de leur division, ce qui fait que les Guardians sont classés 3e et à ce stade-ci, les Tigers sont classés 6e. Donc, la série va débuter à Cleveland. L'avantage du terrain est très important. Donc, il y a une équipe, Cleveland, qui arrive avec un momentum incroyable en série, tandis que les Tigers, c'est l'inverse. Ils arrivent flat
pas de momentum du tout. Donc, je donne l'avantage nettement aux Guardians. Puis, si on passe maintenant à une autre série, ça va être celle des Padres de San Diego contre les Cubs de Chicago. Encore là, j'entrevois pas de surprise majeure. Malgré que les Cubs sont classés 4e, les Padres sont classés 5e, donc c'est quasi au nez à nez. Moi, je donne l'avantage aux Padres. Les Padres, vous le savez, avec la rivalité avec les Dodgers de Los Angeles, puis on va en parler tout à l'heure des Dodgers, c'est toujours les petits frères de la division Ouest. C'est toujours ceux qui vont passer derrière les Dodgers, qui vont avoir moins de publicité, qui gèrent une moins grosse masse salariale, peu importe. Les Padres nous surprennent au fil du temps parce qu'ils réussissent à faire les séries bon an, mal an. Donc, moi, je leur donne l'avantage. Meilleure qualité au niveau des lanceurs. Puis on a su que le meilleur lanceur des Cubs, Kate Horton, allait être possiblement là, blessé pour le début de la série. Donc, c'est un désavantage pour les Cubs. Encore là, les Padres sont plus hautes que les Cubs, qui ont quand même eu un début de saison ordinaire. Moi, je donne l'avantage à l'équipe californienne. Puis, écoute, la dernière série, les Reds de Cincinnati contre les Dodgers, petite parenthèse, qu'est-ce que les Dodgers font là? Comment ça fait qu'ils n'ont pas eu de free pass en première ronde? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, écoutez, on peut pas demander aux Dodgers d'être extraordinaires à tout moment de l'année. C'est une équipe qui est extraordinaire. C'est les champions défendants de la Série mondiale. Il y a eu plusieurs blessés au niveau de la rotation des partants en début de saison. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué nécessairement tous les matchs ou qui les ont joués blessés. On pense à Mookie Betts, on pense à Freddie Freeman. Les Dodgers ont fini 3e, en fait, dans la nationale. Ils ont été devancés par les Brewers de Milwaukee, qui ont eu une année incroyable, et par les Phillies de Philadelphie. Donc, les Dodgers, ça leur donne le 3e rang dans la Ligue. Donc, ça ne leur donne pas de passe gratuite pour la première ronde des séries. Par contre, ils affrontent la 6e équipe classée, qui s'est classée à la dernière minute, là, qui ont devancé les Mets de New York, c'est les Reds de Cincinnati. S'il y avait une surprise majeure, mais je dis bien majeure, ce serait que les Reds sortent les Dodgers en première ronde. Tout est possible en série, hein? Puis je me répète, c'est une série 2-3. Il s'agit qu'une équipe gagne le premier match. Imaginez que les Reds gagnent le premier match. Évidemment, ça change la donne. Dave Roberts ne gérerait pas son équipe de la même façon, mais ce serait surprenant. Évidemment, ce serait surprenant parce que Oui, puis les Dodgers ont une équipe nettement supérieure aux Reds. Les Reds se sont classés dernière minute. Fait que, encore là, moi, j'entrevois pas de surprise à ce niveau-là. Puis je vois les Dodgers passer à la ronde suivante. Puis, comme tu as dit, tout ça va passer vite, cette première ronde-là. Donc, rapidement, on va venir voir l'entrée en scène de nos Blue Jays qui vont entrer sur le terrain. Écoute, je pense qu'ils ont fait l'unanimité dans tous les foyers là, au Canada. Les Blue Jays, ils ont fait aimer le baseball. Moi, la première, on s'est mis à suivre ça à la maison. Mon petit garçon de 8 ans, écoute, fan, veut jouer au baseball et tout ça. À quoi s'attendre de nos Blue Jays pour les séries? Bien, c'est exceptionnel, hein, parce que les Blue Jays ont fini premier de la division Est, ont eu plus de 90 victoires. Souvenons-nous que l'an passé, là, ils étaient dans la cave du classement de leur division. Donc, ils sont passés du dernier rang au premier rang en l'espace d'une année. Il n'y a pas beaucoup de monde qui les voyait là. Il y a peu d'experts qui voyaient les Jays au premier rang. Tout au plus, on disait des Jays qu'ils avaient peut-être une chance de se classer en série. Là, non seulement ils se sont classés en série, mais ils rentrent par la porte avant et non pas par la porte arrière. C'est une année quand même de très grande qualité pour les Blue Jays. Puis il y a des joueurs, moi je dis des joueurs de support qui ont performé à la hauteur et au-delà de la hauteur de leur talent, qui ont fait la différence. Parce que souvenons-nous qu'au début de saison, Vladimir Guerrero Jr., qui venait de signer son gros contrat, n'a pas performé à la hauteur d'un joueur qui était mais encore là, multimillionnaire. C'est Bo Bichette qui prenait le contrôle de l'équipe. Il y a un joueur qui a surperformé pour son âge, c'est Josh Springer, qui aurait pu être candidat au titre de MVP dans l'américaine. Springer a établi des records statistiques depuis son entrée dans le baseball majeur. Donc, quand un joueur allait moins bien,
il y avait tout le temps quelqu'un qui pouvait prendre sa place dans l'alignement des Blue Jays. Le seul point d'interrogation des Blue Jays qui vont affronter soit les Yankees ou les Red Sox, c'est au niveau des lanceurs partants. Les lanceurs partants, on a vu José Berrios être soumis à l'enclos des releveurs. Berrios est actuellement blessé. Max Scherzer, le vétéran, revient d'une grave blessure au coude. Donc, lui, en fonction de son âge, en fonction de son état de santé, va peut-être avoir une place dans la rotation. Mais on est allé chercher Shane Bieber, qui, lui, venait de subir aussi une opération de type Tommy John. Donc, il y a une valeur sûre qui est Kevin Gausman. Sinon, ça va être des points d'interrogation. Il y a Trey Yesavage, qui est le premier choix de l'an passé, qu'on a fait graduer cette année. Il y a à peine 20 manches d'expérience dans le baseball majeur, puis déjà, on le voit dans la rotation pour la première ronde des séries pour les Blue Jays. Donc, je pense que ce qui pourrait être un point un peu négatif pour les Jays dans leur affrontement contre les Sox ou les Yankees, c'est leur rotation de partant, parce qu'au niveau de l'attaque, c'est quand même stable. Si Bo Bichette peut revenir, actuellement, c'est possiblement le meilleur bâton qu'on pourrait avoir. L'alignement offensif des Jays est bien construit. John Schneider est en possession de ses moyens actuellement, mais c'est the name of the game is pitching, qu'on dit. En série, c'est encore plus vrai. Donc, c'est les équipes qui ont les lanceurs les plus hauts qui risquent d'aller le plus loin. Puis actuellement, les Blue Jays sont un peu désavantagés par rapport à ça. Mais on dirait que cette équipe-là, il y a quelque chose de spécial. Il y a un esprit avec cette équipe-là. Y crois-tu? Moi, j'y crois. J'y crois, mais en série, on l'a vu avec les Dodgers l'an passé, ils ont dû trimer fort. Les Dodgers l'an passé, souvenez-vous que, oui, ils sont champions de la Série mondiale, mais ils ont été à un match près d'être éliminés par les Padres de San Diego. Donc, un match, une décision, un mauvais lancer, puis c'est les Padres qui passent au tour suivant à la place des Dodgers. Donc, il y a une grosse question de momentum, il y a une grosse question de vibe. On est dans une bonne vibe à Toronto actuellement, même si avant de remporter le titre de notre division, on a quand même eu un petit passage à vide. Puis je dis passage à vide, c'est un mini passage à vide à la toute fin, mais les Yankees auraient pu devancer facilement les Blue Jays. Puis là, c'est une autre paire de manches, parce que si les Yankees passent au premier rang, les Blue Jays, ça les force à jouer une première ronde 2-3. Puis souvenez-vous que les 2 dernières fois que les Blue Jays sont allés en série, ils se sont fait sortir en 2 matchs très rapides. Donc, au moins cette année, on évite la première ronde, qui est une ronde suicide. On va regarder un peu arriver nos adversaires avec un certain moment de préparation, un certain momentum. Oui, Mathieu, j'y crois. Mais encore là, ils ont le fardeau de la preuve parce qu'ils ont fini premiers dans leur division. Un de nos passe-temps au vestiaire, c'était de critiquer Mark Chapman puis Ross Atkins, les 2 dirigeants des Blue Jays. On était bons là-dedans. Oui, puis là, tu vois, on va l'éviter, celle-là. Exactement. On cherchait le plan. On dit qu'il n'y avait pas de plan clair. Maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a un plan pour les Blue Jays? Est-ce que tu sens qu'il y a une direction à long terme puis on s'en va quelque part? Absolument. Absolument. Puis, même si on a essayé de frapper le coup de circuit sur le marché des joueurs autonomes, l'année d'avant, souvenez-vous, on anticipait une signature pour Shohei Ohtani. On avait même des informations comme de quoi il était dans un avion qui s'en venait à Toronto pour venir signer son contrat. Écoute, c'est un coup de marketing incroyable, mais c'est pas arrivé. Cette année, on a tenté de mettre la main sur Juan Soto, on a tenté de mettre la main sur plusieurs gros noms. Quand on savait très bien que le joueur à signer, c'était Vladimir Guerrero Jr. Là, il y a un plan, c'est clair. C'est Vladimir qui est le joueur concession à Toronto. La poursuite du plan, c'est est-ce qu'on conserve les services de Bo Bichette, qui va être joueur autonome, en fait, qui est joueur autonome à partir de la fin de la saison. Moi, je pense qu'on va faire tout pour le signer parce que c'est 2 joueurs d'exception. Maintenant, il va falloir anticiper qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre sur le monticule. Est-ce qu'on va re-signer Max Scherzer en fonction de son âge, en fonction de son état de santé? Là, on a amené Yesavage, qui est le lanceur d'avenir. Shane Bieber, ça a été un beau risque. Pour le moment, ça paye. On a conservé les services de
de Alejandro Kirk, qui est un receveur qui n'a pas le physique de l'emploi en passant pour les gens qui le regardent aller. Là. Mais souvenez-vous, il y a quelques années, on avait sacrifié celui qu'on considérait comme étant le receveur d'avenir, Gabriel Moreno, puis tout le monde avait déchiré sa chemise à Toronto en disant « Qu'est-ce que la direction de l'équipe a fait là? On sacrifie notre receveur d'avenir. On va chercher un joueur qui s'appelle Dalton Varsho, que personne connaissait. » Dalton Varsho, il est devenu l'un des meilleurs voltigeurs de centre dans le baseball majeur actuellement. Alejandro Kirk a connu une saison de rêve. On n'entend plus parler de Gabriel Moreno ou à toute fin pratique peu. Donc, oui, on sent qu'il y a une direction, ce qu'on sentait peut-être pas il y a 12 mois ou 24 mois. Mais actuellement, les Blue Jays ont fini premier contre toute attente, pourraient faire un bon bout de chemin en série. Moi, je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Puis la direction des Jays a pris les bonnes décisions, là. Ouais, bien, écoute, je pense qu'on va aller sortir nos casquettes, nos T-shirts, on va mettre des chapelets à la corde à linge, on va espérer le mieux pour les Blue Jays, mais c'est vraiment super intéressant, Pascal. Puis bon, on n'a pas eu le temps de parler de hockey, mais ce n'est que partie remise, là, la saison commence aussi, fait qu'on va pouvoir en reparler dans une prochaine émission de Vestiaire avec toi. Pascal, merci d'avoir été avec nous, c'était super intéressant. Puis vraiment, tu reviens quand tu veux. Bien, merci de m'avoir accueilli pour la première du Vestiaire. Puis oui, invitez-moi quand vous voulez, puis je serai toujours disponible. Merci Pascal d'avoir été là. Puis écoute, on a cassé la glace, Mathieu. Ben oui, je suis content que tu sois là. Ben merci. Puis, bonne saison avec nous autres. Merci, bonne saison à toi, puis bonne saison à vous à la maison. Merci d'avoir été là. À la prochaine.